Invite à nous rejoindre ici dans cet espace conférence atelier. Voilà, venez vous installer. Installez-vous, prenez place. L'atelier workshop André Le Groupe qui va bientôt commencer. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cet atelier workshop qui vous est proposé par André Le Groupe avec pour sujet l'arrivée de la facture X, la protection et la sécurité de vos données informatiques, la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, subir ou transformer en opportunité. Donc on va vous donner toutes les clés, voilà, avec tous nos représentants, les associés du groupe André. Et on va tout de suite commencer à introduire cet atelier avec Thierry André, qui est le président d'André Le Groupe et qui va nous présenter un peu qui vous êtes sur le territoire et quel acteur vous souhaitez proposer auprès de toute la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, le micro marche. Merci Julien. Bon, on va essayer de faire très vite parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc en quelques mots, qui sommes-nous ?
Alors, à la base, un cabinet d'expertise comptable. Donc aujourd'hui, c'est 16 cabinets répartis sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, également présents à Paris et aussi sur Lyon. Environ plus de 350 collaborateurs, 33 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc un ancrage territorial sur la Bourgogne-Franche-Comté qui est très fort. C'était notre volonté, être présent, être proche de nos clients sur l'ensemble de ce territoire. Alors aujourd'hui, on aborde un thème qui est très large. Il est très large parce que nous avons des compétences très larges au sein du groupe. On a construit une offre dite à 360 degrés autour des besoins du client. Au cours des années, on s'est rendu compte qu'on était très souvent sollicité par nos clients pour leur recommander tel ou tel expert dans tel ou tel domaine, que ce soit juridique, technologique, de problématiques de RH ou autre. Fort de cette réflexion, on s'est dit, il nous paraît évident que sur la base de la relation de confiance forte que l'on a construite avec nos clients, souvent au cours de plusieurs dizaines d'années de collaboration, on est en capacité de leur conseiller le bon interlocuteur. Donc on a construit cette offre à 360 degrés, permettant au chef d'entreprise de se concentrer sur la chose la plus importante pour lui, c'est son métier, et nous de lui apporter les réponses adéquates avec les experts de haut niveau et de qualité que le groupe a toujours voulu proposer. Donc l'offre à 360, elle est affichée là. Elle est aujourd'hui très vaste, puisqu'on va de la gestion de patrimoine à la gestion des ressources humaines. On a plusieurs agences d'intérim, on est capable de faire du recrutement, de l'accompagnement RH au sein des entreprises. Au-delà de ça, il y a toute la brique juridique où le groupe est très fort, autour de la fiscalité, autour du droit des sociétés, des droits des affaires. On a un cabinet d'avocats, Mossé Associés, qui est basé à Lyon. On a également construit une offre autour du M&A, autour de la banque d'affaires, autour des problématiques de haut de bilan, de stratégie, de structuration de l'entreprise. Plus récemment, on s'est spécialisé autour de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui sera un des sujets présentés par Marc-Antoine et Mathilde. Et encore plus récemment, avec tout ce qu'on vit au quotidien, on a décidé de fortement développer la compétence numérique au sein du groupe, avec le rapprochement avec Réseau Concept, dont on parlera aussi tout à l'heure, la cybersécurité, le sujet de la data, le big data, maîtriser cette donnée, la sécuriser, et puis également savoir l'exploiter et en faire quelque chose, sont des sujets du quotidien. Voilà, donc André Le Groupe, c'est tout ça, je passe vite parce qu'il y aura encore d'autres métiers à présenter, Agora, le conseil aux collectivités territoriales par exemple. L'offre est très large. L'idée générale, c'est être en capacité d'accompagner notre client dans la quasi-totalité de ses problématiques du quotidien dans un monde complexe. Merci Thierry pour ce préambule, cette introduction qui va planter le décor de cet atelier. Je vais tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que la Facture X, d'où ça vient. Donc là, je vais laisser la parole à Laurent Fournier, qui est dirigeant associé chez André Le Groupe et qui va nous retracer un peu tout cet itinéraire de la numérisation, de la dématérialisation, comme on le dit dans le jargon technique. Donc voilà, Laurent Fournier, dirigeant associé chez André Le Groupe. Oui, nous sommes ensemble effectivement pour parler de la Facture X, excusez-moi. Et placer la Facture X dans son contexte, c'est évoquer un phénomène de dématérialisation qu'on connaît déjà depuis plusieurs années, avec un essor qui est considérable. On va essayer de comprendre en fait ce qui a favorisé cet essor de la dématérialisation, son développement. Et dans les trois facteurs qu'on a identifiés comme étant des leviers de l'évolution de cette dématérialisation, on a en premier lieu donc le poids, ce qu'on appelle le poids des donneurs d'ordre. Alors, qui sont les donneurs d'ordre ? Ce sont d'abord les pouvoirs publics, puisque eux, ils ont une influence particulière sur tout le champ réglementaire. Ce sont aussi les grandes entreprises, puisque les grandes entreprises ont en général des capacités et des moyens pour mettre en œuvre et contribuer encore à des développements. Les pouvoirs publics et les entreprises donc, ont une capacité d'influence à la fois sur la réglementation et aussi sur la standardisation. Et bien que leur champ ne soit pas aussi découpé directement, on peut considérer que les États influent sur l'aspect réglementaire. Les grandes entreprises donc, contribuent au dispositif de normalisation. Alors on espère que les PME vont s'emparer du sujet. Alors ça ne veut pas dire que les PME sont totalement écartées de ça. Mais Facture X, ça va être sans doute l'opportunité de s'emparer de ces sujets.
Le deuxième levier de croissance qu'il faut souligner, et qui tombe un petit peu sous le sens, c'est l'évolution de la technologie, naturellement. Les capacités de stockage, la puissance de calcul, la capacité des réseaux en termes de débit ont connu une évolution que chacun connaît depuis 30 ans. Tout le monde a en tête la loi de Moore qui est une mesure un petit peu empirique, mais qui explique que les capacités et de stockage et de calcul sont multipliées par 2 tous les ans. Alors même si cette courbe s'est un petit peu infléchie, c'est quelque chose d'évident. On a des capacités technologiques qui ont servi et favorisent cette dématérialisation. La vitesse des réseaux, on est passé des réseaux filaires à réseaux fibres qui accroissent les débits considérablement. Et tout ça, ça a permis de mettre en œuvre une technologie cloud. Avant, nous étions possesseurs de nos serveurs dans nos caves ou dans nos services. Et cette technologie cloud, c'est en fait regrouper et les ressources informatiques et la donnée pour la rendre accessible à tous. Et ça contribue aussi à l'avènement de ce qu'on appelle communément la big data. C'est la possibilité de constituer des énormes bases de données, d'informations, et de les rendre accessibles en fait aux utilisateurs. Le troisième levier, alors on ne pouvait pas faire une petite conférence sans parler du Covid-19, mais cela dit, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est un élément parfois. Des évolutions ou des éléments conjoncturels peuvent soit infléchir, soit accélérer une croissance ou un processus, une évolution. Et là, force est de constater que le Covid, qui nous a placés dans des mesures et de confinement et de télétravail, eh bien, nous a projetés extrêmement rapidement dans la dématérialisation. Pour expérience, alors nous étions dans des processus pour ce qui concerne le groupe de dématérialisation dès 2019. Il est clair que... Alors, et en partenariat avec Réseau Concept, nous étions déjà dans une logique de cloud. Il est clair que le 17 mars 2020, on a été plongé, pour le coup, dans une dématérialisation extrêmement accélérée. Et voilà, ça a aussi apporté des technologies telles que la visioconférence, mais ça nous a clairement permis de progresser rapidement sur cette mise en place de cette dématérialisation et avec tous les process qui suivent. Un autre élément qui caractérise aussi cette évolution forte, c'est le marché. C'est un marché qui est en très forte croissance. On estime que depuis 2008, ce marché progresse de près de 6%. En 2013, il représentait, d'après une source Xerfi, 7,3 milliards d'euros d'activité en France. Et les projections qui sont faites en 2022 emmènent ce marché à 9,6 milliards d'euros. Alors, ce qui nous intéresse un petit peu plus précisément, c'est la facture X. Donc la facture X, c'est bien sûr tous les échanges B2B, facture client entre les entreprises ou entre les collectivités. Alors le ratio 68%, il a à prendre un petit peu avec du recul, mais c'est pour positionner les échanges en fait entreprises sur la partie de la facture. C'est une partie dominante en fait de tout ce qui est dématérialisation. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'en France, chaque année, il s'échange 2,5 milliards de factures entre les opérateurs. Et la facture, donc, est un dispositif qui doit répondre à ces échanges. Alors, l'histoire de la dématérialisation, elle ne commence pas hier. En fait, la dématérialisation, c'est un processus historique continu qui commence dès les années 1990 avec l'adoption d'une norme. La norme est EDIFACT. Alors, dans le radical FACT, il ne faut pas comprendre facture, puisque cette norme est une norme internationale qui définissait en fait un format d'échange et des modalités d'échange entre les entreprises sur toutes les informations commerciales. En fait, c'est Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Donc elle est beaucoup plus large que les factures. Elle a donné lieu à des déclinaisons sectorielles et rapidement l'automobile, la grande distribution s'est emparée de ce format pour y adjoindre des informations spécifiques qui permettent des échanges de production, informations très sectorielles. Par exemple, pour ce qui nous concerne, on a une norme qui s'appelle EDIFICAS qui traite en particulier, mais que vous utilisez aussi, c'est toute la normalisation des échanges déclaratifs entre les entreprises et l'administration. Elle dépend d'une norme qui s'appelle EDIFICAS, qui elle-même est une déclinaison de EDI. On a donc, dès 91, donc, la facture électronique qui est définie plus précisément. 2001 et 2003, on se concentre sur la définition et les modalités d'émission de ces factures.
À partir de 2008 et 2012, une association est créée, c'est important, et qui va, donc l'association s'appelle People, alors pas People au sens des émissions qu'on peut voir à la télé, c'est une association européenne, qui va fédérer les États et leur imposer d'être en capacité de recevoir des acteurs, et collectivités États, de recevoir les factures sous format électronique. C'est transposé en droit français en 2014 avec l'obligation pour toutes les entreprises de communiquer aux acheteurs publics leurs documents sous forme dématérialisée et facture électronique. Et il faut noter qu'en 2014, on a l'apparition du portail Chorus Pro, qui est un portail de collecte, qui va sans doute jouer un rôle encore plus important à l'avenir, concernant donc, en particulier la facture X. 2017, c'est la définition d'un standard particulier sur cette facture électronique dans un nouveau format, facture X. Et puis, une actualité assez récente, c'est la loi de finances 2020 qui pose en fait un calendrier particulier en fixant l'obligation progressive de tous les acteurs, de toutes les entreprises, d'utiliser un format dématérialisé pour les échanges de factures. La facture X, donc, c'est un format. Alors, pour replacer un petit peu le contexte de cette facture X, en France, l'administration reconnaît des formats pour que les documents qui sont une facture aient une valeur probante. Alors l'objectif de l'administration dans ces définitions, c'est un objectif en fait de certitude de collecter les bonnes recettes, et en particulier les recettes de TVA. Et donc la première reconnaissance, c'est l'EDI. Donc l'EDI, c'est un échange en fait d'informations sous un format donc numérique, qui est un échange B2B, entreprise à entreprise. Et qui concerne plutôt les grandes entreprises parce qu'elles nécessitent la mise en œuvre de ressources et puis de connexions entre les entreprises et puis d'outils informatiques plutôt évolués. Et les donneurs d'ordre, les grands opérateurs qui utilisent ça sont plutôt les grandes entreprises. Ça représente 19% en fait des échanges de factures. La deuxième forme que l'administration tolère, c'est ce qu'on appelle la facture électronique, donc qui est signée numériquement et qui donne en fait au document une certitude quant à l'émetteur de la facture, son intégrité. Le document n'est pas modifiable et donc elle a valeur probante au sens preuve. Et puis, si on n'est dans aucun de ces deux dispositifs, ni EDI ni facture électronique, ça nous oblige d'être dans un système qui s'appelle la piste d'audit fiable. Et donc, la piste d'audit fiable va concerner toutes les autres formes de factures qui ne sont ni EDI, ni facture électronique. Ça veut dire si vous avez des PDF simples, si vous avez une facture papier, si vous avez un EDI, mais qui serait un EDI non fiscal, donc il ne correspondra pas à tous les critères de l'EDI, alors vous êtes dans la piste d'audit fiable. C'est quoi une piste d'audit fiable ? Eh bien, c'est à la fois une procédure et de la documentation qui va pouvoir démontrer la réalité de l'opération économique entre je commande, je suis livré, je facture. Donc, c'est une procédure. Et force est de constater que dans nos entreprises, qui ne sont pas toutes dotées ni de DI ni de facture électronique, cette piste d'audit fiable et donc la procédure et la documentation qui est associée n'est pas toujours, on va dire, au top de ce qu'on pourrait attendre, encore une fois, en matière de valeur probante. Alors, l'administration, si on essaye de s'attacher aux enjeux que l'administration pose par rapport à cette facture X, alors naturellement, on va pas dans cet ordre, mais elle estime effectivement qu'un dispositif qui va favoriser ces échanges de factures est de nature en fait à améliorer la compétitivité des entreprises, parce qu'elle va permettre une diminution des coûts de traitement de la facture, et puis accélérer ou en tout cas sécuriser tous les échanges commerciaux. L'arrière-pensée, c'est effectivement la lutte contre la fraude, puisque l'administration, en matière de TVA, mesure en permanence les recettes attendues en matière de TVA et les recettes encaissées. Cet écart subsiste toujours et l'objectif de l'administration, c'est de le réduire. Encore une fois, la facture X, la dématérialisation est un facteur normalement d'amélioration. Et puis aussi,
ces données, une fois dématérialisées et exploitées, eh bien, elles permettront d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de ce que sont les entreprises, de leurs échanges, et puis donner peut-être plus de matière et plus d'informations pour la conduite des politiques économiques. À terme, effectivement, le support dématérialisé de toutes les informations contenues dans une facture peut espérer, par exemple, remplir complètement automatiquement une déclaration de TVA. Et puis, en accélérant les flux entre les entreprises, eh bien, on réduit naturellement les délais de paiement, et avec tous les effets bénéfiques qu'il peut y avoir sur une trésorerie. Alors, la facture X, on essaye de voir les avantages et les inconvénients des deux dispositifs, l'EDI et le PDF. L'EDI, ça suppose des infrastructures qui seront quand même un petit peu lourdes et donc des investissements coûteux. Il faut des logiciels qui soient en capacité donc, de recevoir et d'échanger d'entreprise en entreprise. Et il y a des coûts de mise en œuvre et de setup qui sont relativement importants. En plus, cette facture, elle n'est pas lisible en tant que telle. C'est un fichier encore informatisé qui répond à des normes, mais qui n'est pas lisible. Le PDF, au contraire, c'est un document qui est lisible, mais qui n'est pas exploitable directement. Et donc, il est compliqué d'insérer un PDF dans un traitement totalement automatisé. Alors, on a aujourd'hui des dispositifs de reconnaissance de ces factures, de sérisation, mais dont le taux de reconnaissance n'est pas complet, partiel, et qui ne permet pas d'avoir une exploitation de l'intégralité des données. Bon, par contre, on n'a pas besoin d'infrastructures spécifiques pour utiliser et mettre en œuvre le PDF. Et donc, la facture X, c'est un peu la réunion, le meilleur des deux mondes. Techniquement, c'est à la fois un PDF, donc tout utilisateur, tout à chacun peut lire, et en fait, c'est un fichier de données, un fichier XML ou dans un autre format, qui lui va contenir l'intégralité des informations lisibles dans le PDF. Ce que vous lisez dans la facture, eh bien, c'est aussi disponible dans ce qu'on appelle les métadonnées, et donc compréhensible par tout système d'information et tout logiciel. Par ailleurs, le PDF peut être signé, et donc au travers d'une signature électronique, on lui donne la force probante, encore une fois, que l'administration attend, donc une signature électronique. Alors, dans les données qui vont être associées donc, à nos fichiers PDL, il y a 5 profils, on appelle 5 profils, et ces profils, eh bien, c'est la finesse de l'information, au fur et à mesure qu'on monte dans les profils, c'est la finesse de l'information qu'on va trouver dans les métadonnées. Alors, on va passer rapidement sur ces profils, mais considérer que le profil minimum, il ne comporte que les informations d'entête et de pied de page, et plus on va monter dans le profil, plus l'information sera détaillée, et l'intégralité des pièces de l'information de la facture devient lisible, mais plus. Et on peut y trouver les nomenclatures, les couleurs, les quantités, la désignation du produit, les conditions de livraison, les conditions de commande. Et donc on voit bien que l'intérêt d'avoir accès à ces données, c'est qu'on va pouvoir rapprocher des informations d'une facture de l'ensemble des process. Alors des process qu'on va appeler le procure to pay ou l'order to cash. Le processus donc, de passation d'une commande et de contrôle de sa livraison jusqu'au paiement, que ce soit sur les cycles clients ou fournisseurs. Alors tout ça, effectivement, va avoir des effets. Mais avant de regarder les effets, c'est quoi les promesses en fait de cette facture X, de cette norme? Bien, d'abord d'améliorer la lisibilité du PDF. Améliorer la lisibilité au regard des outils, des systèmes d'information qui vont exploiter cette information. On va accélérer effectivement les processus de traitement, donc en diminuer les coûts. C'est un dispositif qui, étant plus léger, va concerner plus rapidement les PME. On a vu que le DI, c'était quand même des coûts d'infrastructure qui étaient un petit peu lourds. Et puis cette facture X, elle est compatible avec le portail existant, Chorus Pro, encore une fois, portail qui est destiné à terme en fait, à être le collecteur de l'intégralité des factures que les opérateurs vont devoir échanger. Alors on verra peut-être un peu en détail le système de collecte sur la partie facture X, dans des schémas qui sont encore à définir. Et puis 5 niveaux d'information, et donc on peut avoir plus ou moins de précision dans les données qu'on va échanger. Les gains, c'est effectivement des optimisations au regard des processus d'échange, c'est l'amélioration des délais de paiement, c'est la réduction des coûts, on n'a plus de saisie manuelle, et l'information elle est exploitée directement. On a une fiabilité complète de l'information, encore une fois, des factures.
Ça va clairement avoir pour le coup des effets sur nos usages et nos pratiques. Et bien si on s'attache au processus comptable, on a une disponibilité de la donnée qui va être immédiate, qui est fine, qui est fiable, en lien avec tous les autres données et systèmes d'information, les processus de commande, les processus de suivi de stock, le suivi de trésorerie. Et donc, on a un effet bénéfique attendu qui est l'accélération des délais de paiement. Alors, pour une illustration aussi sur les évolutions que ça peut induire dans nos processus, le processus P2P, le Procure to Pay ou l'Order to Cash, en fait, c'est toute la chaîne en fait, de traitement entre, par exemple, une commande et puis en fait, une statistique ou en tout cas des tableaux de bord. On voit que chacune des briques, dès l'instant que l'information elle est dématérialisée, qu'elle est stockée et qu'elle est mise à disposition et accessible, chacune de ces briques, depuis la commande, depuis la validation, depuis l'émission de la facture, le contrôle de la facture, depuis l'émission du paiement, eh bien on va pouvoir organiser, soit en externalisation totale ou partielle, chacune de ces briques. Et donc en termes d'organisation, ça ouvre des possibles qui sont assez intéressants. Par contre, ce que ça va devoir nous obliger, c'est de s'interroger effectivement sur à la fois les compétences qui existent actuellement dans nos entreprises, dans nos services comptables. On a des spécialistes comptables qu'on va très probablement devoir réorienter sur des profils qui sont des profils plus numériques, puisqu'on comprend bien que l'imputation comptable qui nécessite une intervention humaine, très rapidement, quand on a toute l'information avec autant de finesse, on est capable, avec un petit peu d'IA, et vraiment de l'IA simple, de faire de l'imputation. Intelligence artificielle, excusez-moi. On a naturellement une possibilité d'analyse qui est extrêmement forte, puisque l'information elle est dans des bases, elle est disponible, et donc on va sans doute avoir besoin de profils un petit peu nouveaux. Enfin, ils existent déjà dans les entreprises, des gens qui sont en capacité de faire cette analyse de données. Une donnée, elle n'est exploitable que si elle reste fiable, qu'elle est de bonne qualité. Et la fiabilité d'une donnée, ça suppose une surveillance particulière, des profils donc, qui sont plus des contrôleurs de données, des data managers, des processus, des workflows, c'est pareil, qui vont nécessiter des compétences particulières. Et donc des effets sur, clairement, nos RH. On va devoir s'interroger sur tous nos processus RH. Et puis donc, notre papier, on est bien prêt de le mettre tous à la poubelle au profit de quelques informations numériques. Alors ça a un effet, on peut se dire effectivement, tout ça c'est bon pour l'environnement d'avoir plus de papier, oui. Mais quoique, s'il n'y a plus de papier, il y a sans doute quand même d'autres ressources et nos spécialistes de la RSE et nos spécialistes informatiques sont là pour nous en parler. Mais il y a des vraies questions. En définitive, cette dématérialisation, est-ce qu'elle sera bénéfique au regard de l'empreinte carbone, empreinte environnementale. Et donc ça suppose cette facture X, c'est pas anodin, s'inscrire dans une vraie logique de projet, une conduite de changement, avec une attitude d'anticipation, d'organisation, et se poser donc les bonnes questions, puisque cette donnée qui va être étendue, qui va être complète, qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée sous deux aspects, la protéger, la sécuriser, la mettre à disposition et la protéger. Merci en tout cas Laurent pour cet éclairage réglementaire qui bien sûr plante le décor voilà, de ce qui vous amenez, vous entrepreneurs, dirigeants de collectivités, et André Le Groupe aura toutes les solutions pour répondre. Je vais laisser la parole maintenant à Marc-Antoine Seri justement qui va faire le lien avec justement ce flux informatique qui va arriver et comment André Le Groupe va se positionner par rapport à cette évolution numérique. Alors comme l'a expliqué Thierry, on a différentes compétences dans le groupe. Moi, j'incarne en particulier le monde financier et notamment la compétence stratégique. C'est-à-dire, quelle est la conséquence induite d'un premier choix. Donc, vous avez compris que cette contrainte réglementaire qu'est la facture X, qui va devenir quelque chose d'obligatoire, va profondément modifier les métiers. Alors, pour ceux qui sont dans l'industrie, ça revient à passer en lean manufacturing, c'est-à-dire en flux tendu, puisqu'on va faciliter la communication entre les différents logiciels. Et les opérations de ressaisie de données, de calage de données, de nettoyage de la donnée, qui sont aujourd'hui des interventions humaines, vont être gérées de façon continue par l'informatique. Donc ça veut dire plusieurs effets, qui sont des effets induits, donc ça a été souligné. La mutation des métiers, on va passer moins de temps à refaire de la saisie, à contrôler de la saisie, on va faire plus de temps à faire de l'analyse, à faire du contrôle, à faire de la prospective. On va avoir une information financière beaucoup plus fiable. Et la logique
j'allais dire, vertueuse à première lecture, peut être de se dire on n'a plus de papier, donc j'arrête d'immobiliser des mètres carrés de stockage et toutes les contraintes que ça peut représenter. Donc je rationalise aussi indirectement ma rentabilité au mètre carré et mon bâti. Mais surtout, j'ai un deuxième effet, qui est un effet direct. C'est de se dire, aujourd'hui, ma comptabilité action, mes factures, mes données propres de l'entreprise, l'interconnexion entre mes systèmes constitue mon savoir-faire d'entreprise, constitue des informations importantes. Et il ne faut pas oublier qu'en matière numérique, quand on dématérialise quelque chose, certes on enlève le papier, certes on enlève le mètre carré immobilisé pour stocker ce papier-là, certes on enlève le traitement du papier, mais ça reste quand même une opération où il y a une trace physique des choses. C'est-à-dire que l'information dans le cloud, elle est physiquement quelque part sur un disque dur, stocké, et nécessite de la matière et nécessite de l'énergie pour le faire. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a dématérialisé que, quelque part, on n'a plus de problème et on est vertueux. Et ça, c'est important aussi de prendre cette dimension en compte. Mais peut-être avant d'aller sur la dimension environnementale, il y a une dimension qui est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus directe. C'est est-ce que demain, vous seriez prêt à mettre votre comptabilité action, la plupart de vos process, devant votre entreprise, dans une armoire en tôle avec un petit cadenas. Évidemment, on ne connaît pas d'entreprise qui serait dans cette démarche-là. Et bien sur le plan numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire que la question de la sécurité devient centrale. Elle devient centrale pour vos parties prenantes financières, banquiers, fonds d'investissement, etc., de se dire que le risque de se faire voler la donnée ou de la faire bloquer devient presque aussi important que d'autres risques de défaut ou d'autres risques de structure financière. Donc du coup, ça pose la question de comment je la sécurise et comment je la pilote. Et à ce titre, et c'est là où ça fait sens dans le groupe, c'est qu'on s'est dit on ne peut pas accompagner nos clients sur cette contrainte réglementaire-là et puis s'arrêter en leur disant si vous vous faites pirater vos données ou si elle est mal gérée, c'est plus notre problème. En fait, c'est notre problème. Et c'est en ça que la complémentarité avec Réseau Concept est intéressante. Et c'est en ça que Jérôme va parler à quel point ces questions de dématérialisation sont aussi et avant tout des questions de sécurité et d'organisation de la donnée. Merci Marc-Antoine. Voilà, le lien est tout trouvé avec une autre mission du groupe et dans cette évolution numérique et réglementaire. Donc fort de ce constat législatif et réglementaire, Jérôme Richard, qui est président directeur général de Réseau Concept, quel est le risque informatique lié à cette dématérialisation? Quelles en sont les conséquences directes suite à cette évolution statutaire? Bon, d'abord, bonjour mesdames et messieurs, et je vous remercie de partager avec nous ce sujet combien complexe et puis un peu ésotérique. Alors on va essayer de mettre un petit peu de fun, en sachant que j'ai eu le bonheur d'avoir mon président Laurent Fournier qui a donné une vision très technique des choses. Je vais essayer d'être plus pragmatique, bien que nous soyons en principe en charge de la technique, et je remercie évidemment un certain nombre de nos clients qui sont présents, où ça va nous permettre d'échanger ensemble sur notre histoire et notre expérience de cette sécurité informatique. Alors d'abord, la première chose, alors pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez, je suis positif, joyeux et très heureux de vivre. Sur ce sujet-là, je suis très inquiet. Bon. Et en 35 ans de métier, c'est la première fois, parce que ce risque cyber, on appelle ça, alors vous savez, on a une sémantique de notre métier, pour souvent que vous ne compreniez rien, on utilise des termes ou des acronymes qui ne signifient pas grand-chose. On va essayer de parler français et d'une manière compréhensible. Et n'hésitez pas à m'interrompre si, toutefois, j'utilisais des choses incompréhensibles. Bien. Alors, pourquoi je suis inquiet? C'est parce que ce risque cyber, vous allez tous le vivre. Alors, vous le vivez au quotidien, en permanence, puisque la plupart de vos entreprises ou de vos organisations publiques sont malheureusement attaquées ou sont défaillantes sur le sujet de la sécurité informatique. C'est un risque systémique. Aucun d'entre vous passera à travers les gouttes. Donc, ce que je vous propose en quelques minutes, c'est d'abord de vous expliquer ou de vous inventorier les raisons de ce risque cyber, ensuite de vous en décrire les conséquences, et puis enfin de vous donner les quelques clés qui vous permettront d'éviter ce risque cyber ou d'en atténuer évidemment les conséquences. Parce que tout à l'heure, Marc-Antoine évoquait vos archives mises dans la rue, dans un casier métallique avec un petit cadenas. Non, 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 non. Chez vous, il n'y a pas de cadenas. Les portes de l'armoire sont ouvertes. Vous imaginez le risque. Et c'est la réalité. Alors, pour illustrer cela, c'est rigolo, j'appuie une fois, c'est la technique. Hein. Tu m'aideras, parce que le numérique, j'y connais pas grand-chose. Donc, première chose, les réseaux. Alors, pour illustrer mon propos,
plutôt que de rentrer dans une description trop technique, je vais prendre une réalité qui est intervenue il y a quelques mois. Alors j'étais avec le président d'OVH pendant 2 jours, hier et avant-hier, au conseil d'administration de notre Syntec numérique, avec M. Paulin, où je vous confirme qu'il a vécu et que ces 18 000 clients hébergés dans ces centres informatiques strasbourgeois ont vécu un drame. Alors, je vais expliquer les raisons d'abord. Les raisons, malheureusement, comme c'est souvent le cas, 95%, ce sont des raisons humaines, facteurs humains, avec 2 typologies. La première, qui nous concerne toutes et tous, c'est notre responsabilité. Donc d'abord, l'erreur humaine. Dans le cadre du centre d'informatique de Strasbourg, la première raison, la première erreur humaine, un technicien informatique est intervenu pour changer un onduleur, et quand il a changé l'onduleur, il y a 2 câbles, le plus, le moins. Au lieu de mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins, il a inversé les pôles. Erreur. Alors, il y avait d'abord une erreur fondamentale en amont, c'était une erreur de management. Le directeur du site envoie un informaticien pour faire de l'électrique. Déjà, en informatique, c'est compliqué. Mais alors, demandez-moi de mettre une prise électrique, j'y arrive pas. Donc, non. Première erreur, management. Deuxième erreur, malheureusement pour le technicien, il inverse. Donc, l'onduleur chauffe et au bout d'un moment, il prend feu. Première erreur humaine. Mais celle-là, comment dire, tout à fait excusable. Deuxième erreur, c'était un incident qui aurait pu s'arrêter là. Deuxième erreur fondamentale, erreur de conception en amont et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Parce que dans la salle, donc il y avait une dizaine de salles, dans la première salle, il y avait petit 1 des planchers en bois, petit 2, pas de système anti-feu. Donc, alors, tout le monde réagit, évidemment, hein, on a partagé, on a dit, mais c'est pas possible. Eh bien si, parce que la loi française ne nous oblige pas. Alors, chez André le Groupe, nous avons 3 centres informatiques, l'un à Besançon, 2 à Dijon et bientôt un 4e à Beaune. Dans nos centres informatiques, nous sommes contraints de mettre des extincteurs, point, comme dans vos bureaux, comme dans vos administrations. Donc, on a des extincteurs à poudre. Bon, vous imaginez, quand il y a un feu majeur avec un extincteur à poudre, qu'est-ce que vous voulez faire? Déjà, on a du mal à mettre un onduleur, alors utiliser un extincteur, je ne vous en parle pas. Bien, donc, un défaut évident de conception. Parce que même si ce n'était pas une obligation, quand je prends les normes ISO auxquelles nous sommes soumis, la 27001, la 22305, donc la première, c'est continuité d'exploitation, la deuxième, c'est reprise d'activité. Il est dit en petit 1 dans les centres informatiques, évidemment, système anti-feu. Chez nous, au bout de 2 secondes, le feu est éteint. Il n'y a plus d'oxygène. Alors, l'opératrice ou l'opérateur qui est dans la salle, il faut vite qu'il sorte. Il a 10 secondes pour sortir, il n'y a plus d'oxygène. Mais en tout état de cause, deuxième erreur, beaucoup plus grave, erreur de maîtrise d'œuvre. Et troisième erreur, toujours humaine, erreur d'exploitation. Parce que leur salle était équipée d'une manière où le système de refroidissement, vous savez que dans notre métier, on fait un petit peu d'informatique, mais on fait surtout de l'électricité et du froid. Et en l'occurrence à Strasbourg, le concepteur ce qu'on appelle dans notre jargon le data center, avait mis les salles informatiques avec un seul système de climatisation et des gaines qui parcouraient toutes les salles et qui pulsaient l'air froid dans toutes les salles. Donc vous imaginez évidemment, dès que le feu a pris dans une salle, il a été propagé dans toutes les salles à vitesse grand V. Et normalement, le processus d'exploitation devait instantanément couper la climatisation pour qu'il n'y ait pas de propagation du feu. Eh bien, tout faux, ça n'a pas marché. Résultat des opérations, catastrophe absolue, puisque sur les 24 000 clients et collectivités publiques concernés, un certain nombre, plus de 25%, ont perdu définitivement toutes leurs données. Donc, quand je dis catastrophe absolue, c'est que s'il s'agit d'une entreprise de droit privé, elle est morte. Qui d'entre vous est capable de reconstituer à partir de rien tout l'historique de 10 ans de social, de facturation, de comptabilité, de gestion de production? Qui? S'il y en a une ou un, nous l'embauchons tout de suite, immédiatement. CDI à vie chez nous. Bon, donc vous imaginez un peu la catastrophe. Et je peux vous dire que notre ami Paulin, en plus, il devait être introduit en bourse à Paris 3 semaines après. Donc évidemment, introduction en bourse terminée, on n'en parle plus. Bon, alors, je ne souhaite ça à personne, évidemment, ni à mes confrères, ni à vous. Deuxième raison humaine, beaucoup plus visible pour vous, si vous êtes bien structuré, moins risqué, c'est la malveillance. Je ne parle pas de la malveillance interne où une collaboratrice ou un collaborateur
pour des raisons X, Y, Z, interviendrait d'une manière malveillante dans votre système d'information et détruirait les informations, ça, vous le gérez parfaitement. Je parle plutôt des malveillances extérieures. Et en l'occurrence, vous le voyez, nul n'est à l'abri. Nous avons eu une vague, alors ce qu'on appelle des cyberattaques, à travers des escrocs, des abrutis, et j'en passe, c'est des meilleurs, qui viennent attaquer vos systèmes informatiques, souvent pour des raisons économiques, financières, pour vous rançonner. Donc vous demandez de l'argent en contrepartie de vous restituer les données. Vous avez vu que, par exemple, de nombreux hôpitaux en France ont été attaqués. Alors, on en parlera tout à l'heure dans un atelier. Évidemment, cela a des conséquences juridiques pour vous, représentants de votre personne morale, puisque vous êtes gardien, que ce soit dans une profession réglementée comme mes associés, ou que ce soit dans une profession quelle qu'elle soit, vous êtes responsable de vos données, en particulier vis-à-vis de l'administration fiscale. Et vous avez un devoir de conservation qui est pour l'instant de l'ordre, pour simplifier les choses, de 10 ans. Le texte de loi va bientôt passer, vous le serez pendant 40 ans. Donc si vous ne les avez plus, vous êtes responsable. Si vous ne pouvez pas les fournir, vous allez payer l'État. Donc vous allez contribuer au remboursement de la dette et nous vous en remercions. Ceci dit, c'est des sommes colossales. Encore un exemple prégnant et récent, là, depuis début août, 1600 agences automobiles sont complètement bloquées. Leur logiciel WinMotor est complètement perdu suite à un crypto-locage. Et pour l'instant, ils ne sont même pas sûrs de pouvoir remonter les données. C'est-à-dire qu'ils ont perdu tout l'historique de leur comptabilité depuis le 1er janvier 2021. Ils ne peuvent plus facturer, ils ne savent même plus ce qu'ils ont en commande ou en stock. C'est terrible. Alors, donc du coup, Jérôme, fort de ce constat Réjouissant. numérique, quelles sont les réponses immédiates qui sont à mettre en place dans les entreprises et au sein des organisations? Alors, juste avant de vous donner les clés, parce qu'il faut vous faire un peu le teasing, on a encore un petit peu de temps à passer ensemble. Mais je vais essayer d'être bref dans cette deuxième partie sur les conséquences, parce qu'elles sont assez évidentes pour vous toutes et tous. Je les ai déjà évoquées d'un point de vue pénal, enfin d'un point de vue juridique. Je vais les évoquer rapidement avec vous d'un point de vue opérationnel. La première chose, la plus importante pour vous toutes et tous, c'est l'arrêt momentané ou définitif de votre système d'information. Dans tous les cas, vous avez une attaque sur vos données, votre système d'information n'est plus utilisable par vous et les tiers qui y accèdent, vos clients, vos fournisseurs, etc. Donc arrêt momentané, je l'espère, le plus court possible, je le souhaite, mais parfois définitif. Ça veut dire que vous ne pouvez plus prendre de commandes, vous ne pouvez plus vendre de biens immobiliers, vous ne pouvez plus encaisser de factures, vous ne pouvez plus comptabiliser, donc je vois déjà l'œil noir de Thierry. Ce n'est pas nous, c'est le système informatique qui ne marche pas. Bien, donc on n'a plus de comptabilité, on n'a plus de trésorerie. Et quand demain, ce qui vient de nous être exposé, alors j'insiste sur une seule chose qu'a évoqué avec nous Laurent, c'est une, mesdames, messieurs, c'est une obligation. En 2023, il faudra vous y mettre. En 2025, vous ne pourrez pas faire autrement. Donc vous vous rendez compte, enfin moi je suis effrayé pour vous, un petit peu pour nous, mais surtout pour vous, parce que souvenons-nous quand même que pour adopter le téléphone, que 3 millions de Français adoptent le téléphone. Il a fallu 30 ans. Là, mesdames, messieurs, vous avez 3 ans pour tout dématérialiser. Et je suis en train de vous expliquer que quand vous avez tout dématérialisé, vous pouvez tout perdre. Bon courage. Bien, donc première conséquence, vous arrêtez de travailler, il n'y a plus de système informatique. Donc vous prenez des RTT, des congés payés ou non payés, puis vous attendez que le service informatique, alors vous avez vu, c'est un expert comptable à commissaire aux comptes, mais qui a beaucoup de talent informatique, donc vous pouvez appeler Laurent qui vous donnera un coup de main pour remettre en place le système informatique et qui m'appellera peut-être pour l'aider, mais là, tu es beaucoup plus compétent que moi. Bien, donc ce risque-là, même si je le prends en souriant, il est quand même très important, et même si nous prenons toutes les précautions dont on va parler, malheureusement, il peut arriver. Et donc, nous avons 600 clients dont nous exploitons ce qu'on appelle, nous infogérons l'informatique. Nous en avons 600, il y en a de nombreux dans la salle. Et nous avons déjà vécu chez eux cet incident, principalement dû à une erreur humaine. Mais alors, quand je dis une erreur humaine, ce n'est pas forcément une erreur humaine. Parce que vous recevez un email d'un de vos clients ou d'un de vos fournisseurs avec un tableau Excel qui explique « détail de mon compte ». Qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur le fichier Excel « détail de mon compte ». Sauf que là, il y a à l'intérieur un virus qui va crypter vos données et vous avez derrière un escroc qui se trouve plutôt en Russie, un petit peu en Israël et qui va vous demander de l'argent pour vous redonner accès à vos données. Vous l'avez quasiment toutes et tous vécu. Donc vous voyez que le risque, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité.
Donc ce que nous allons peut-être voir maintenant, c'est comment s'en protéger. Alors là, je fais appel évidemment à votre sens du management et de la stratégie. Alors, deux volets. Un volet qui, pour moi, est essentiel et un volet secondaire qui sont les mesures. Premier volet, le volet essentiel. C'est de votre responsabilité à toutes et à tous qui dirigez des services, qui dirigez des entreprises, qui dirigez des organisations. La sécurité informatique doit faire l'objet d'une inscription, d'un détail dans votre plan stratégique global. Ça fait partie de la stratégie. C'est l'histoire de notre cadenas. Bon, vous dites, je mets les archives dans la rue, je mets mon cadenas, ça fait partie de notre stratégie. Bon, il faut, à tous les niveaux de l'entreprise, et en tout cas au plus haut niveau de l'entreprise, que ça fasse partie de la stratégie. Donc, entre autres choses, déclinaison immédiate, il faut vous donner les moyens d'appliquer cette stratégie. Donc, d'allouer des ressources. Comme on l'a évoqué juste précédemment, comme ce sont des erreurs humaines, essentiellement des ressources humaines, mais également des ressources matérielles. Je passerai rapidement parce que ça, c'est très simple et c'est totalement maîtrisé. Je vous en ferai un inventaire exhaustif dans quelques secondes. Et puis ensuite, tout cela, il faut le payer. Donc, des ressources financières. Et évidemment, grande méfiance quand vous avez des prestataires russes qui vous proposent des antivirus gratuits. Enfin bon, je n'aurais même pas dû l'évoquer, mais enfin quand même, si, soyez vigilants. Demandez-leur si vous ne pouvez pas leur revendre après. Hein. Bien, alors, quand je parle de stratégie et au niveau de la direction de l'entreprise, la première chose, évidemment, qu'il faut faire au sein de l'organisation, alors qu'elle soit publique ou privée, c'est ce que j'appelle institutionnaliser la sécurité informatique. Et ça passe par des documents formels obligatoires. Le premier, c'est le règlement intérieur. Chez nous, André et le groupe, dans notre règlement intérieur, il y a 15 pages sur la sécurité informatique. Les droits et les devoirs de chacune et chacun de nos collaborateurs. Et entre autres, de ceux qui sont éphémères, avec tout le respect et l'amitié que je leur porte. Nos stagiaires, nos apprentis, nos sous-traitants et certains fournisseurs. Ils doivent se conformer à votre règlement intérieur. La deuxième chose, dans les plus grandes dans les organisations privées ou publiques, à nouveau les plus importantes, évidemment, vous devez avoir un plan de sécurité informatique, mais un plan en lui-même, s'il n'est pas appliqué, s'il n'est pas audité, s'il n'est pas contrôlé, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'il y ait un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Pour ceux qui aiment les acronymes, chez nous, alors j'aurais pu vous parler qu'en acronyme, hein, chez nous, l'avantage, pour gagner du temps, on parle un RSSI, pour faire du SI par rapport au DSI, qui lui fait du PMCO. Mais dans le meilleur des cas, il aura un PRA. Bon, donc, on va essayer de je vais essayer de reparler français. Bien. Alors, et puis dernière chose, évidemment, alors que je dis évidemment parce que chez André le groupe, nous avons une GPEC. Pardon. Alors là, je parle ressources humaines, mais un nouveau acronyme. Il faut que j'arrête. Un plan de formation. Donc, chacun, du plus haut au plus bas niveau de l'entreprise, doit être formé à l'initiale et d'une manière continue sur la sécurité informatique. Qui parmi vous, mesdames et messieurs, dispose d'un mot de passe sur 12 caractères, alphanumérique, majuscule, minuscule, caractère spécial, modifié au moins une fois par trimestre? 1, 2, 3, 4. Nous sommes 5. Nous sommes dans la moyenne nationale. Magnifique. Donc ça veut dire que 95% d'entre nous, dont, je ne devrais pas le dire, mais votre serviteur le premier, chez nous, on me demande de le changer tous les trimestres. Alors ce que je fais, je le change tous les trimestres parce que de toute manière, autrement, je ne travaille plus. Mais je ne change qu'un caractère. Vous ne le direz pas à mon DSI ou à mon RSSI, parce que je vais me faire tirer l'oreille et ils vont changer l'allocation des mots de passe. Donc, ne serait-ce que ça, évidemment, il faut former les collaborateurs, il faut les aider à le mettre en œuvre, il faut leur expliquer et régulièrement les former. Donc, le plan de formation, on en revient, et on évoquera tout à l'heure dans la RSE, évidemment, on en revient à l'essence même. Nous sommes une société de services, notre actif, notre capital, il est humain. Donc la majorité de nos investissements doit se faire sur nos collaboratrices et nos collaborateurs. Merci Jérôme. Un petit mot de conclusion sur cette transformation numérique, gestion des données informatiques. Oui, alors ça m'embête toujours de finir par un aspect négatif. J'ai commencé par un aspect négatif. Je vais essayer de positiver. Parce que pour l'instant, vous n'avez vu que la face visible de l'iceberg. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils viennent nous plomber
les universités d'été pour la journée, ils continuent. Ah oui, parce que malheureusement, nous n'avons parlé que de votre système d'information à vous, mesdames et messieurs. On ne vous a pas parlé des interconnexions et des interopérabilités avec les systèmes d'information de vos clients, fournisseurs, administration fiscale, j'en passe, et surtout des objets connectés. Parce qu'aujourd'hui, votre serviteur a le bonheur d'aller 7 ou 8 fois par an en Chine. Il y a 4 ans de ça, je me suis arrêté toute ma vie. Je sors de la cité interdite, donc il y avait des trottinettes électriques, comme on a maintenant chez nous. Mais où c'est qu'il veut arriver? Bon. Donc il y avait les bleus, les rouges, les jaunes. J'avais mon abonnement jaune, je monte sur la jaune, donc j'étais avec Yann, qui est ma directrice générale. J'appuie sur avancer, ça freine. Je dis, c'est le décalage horaire, t'es fatigué, l'alcool chinois, 48 degrés, t'as attaqué les nerfs. Haute poignée, je freine, ça accélère. Toutes les trottinettes de Pékin avaient été piratées par un adolescent de 13 ans qui s'était amusé à inverser les commandes. Sauf que dans une ville de 26 millions d'habitants, où il y avait 8 millions de trottinettes avec commandes inversées, vous imaginez le nombre d'accidents. Tout ça pour vous illustrer que demain, la numérisation de notre société va se baser sur une acquisition de données. Cette acquisition de données va se faire par des capteurs, donc ce qu'on appelle les IoT, des capteurs qui vont transmettre de la donnée. Et un certain nombre d'entre vous les utilisent déjà dans le domaine de la santé. Jean-Michel, sur le sujet, malheureusement, à ce stade, la plupart de ces objets et de leur transmission ne sont pas sécurisés. Donc vous avez vu également qu'il y a un certain nombre de voitures d'un constructeur allemand, bavarois, pour ne pas donner de nom, qui ont été piratées. C'est-à-dire que quand vous vouliez ôter votre régulateur de vitesse, vous ne pouviez plus. En arrivant au péage, c'est embêtant. Donc, occupons-nous d'abord, tout de suite, je vous en prie, mesdames et messieurs, tout de suite, sans attendre, de la sécurité de vos systèmes d'information à vous. Et juste après, quand vous aurez terminé, eh bien, il y aura les objets connectés. Merci de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas gâché la matinée. Merci Jérôme. Donc voilà, André Le Groupe qui a son stand juste derrière, si vous avez des besoins de renseignements complémentaires sur les différentes interventions. On va terminer maintenant sur une projection des entreprises justement dans leur environnement sociétal. Et là, je vais laisser encore la parole à Marc-Antoine Seri, le président fondateur de Canovia, qui va nous présenter un peu cette projection vers la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, pour amener une petite note d'optimisme sur ce que disait Jérôme, toujours si on prend notre chaîne logique de stratégie et de liens, la logique des objets connectés, vous imaginez, vous avez une maison, et en fait, dans votre maison, vous avez écrit des portes dans tous les sens, et des fenêtres dans tous les sens. Et à partir de là, vous dites, bon, ben voilà, maintenant, il faut que je protège ma maison. Forcément, même si vous avez des moyens importants, plus il y a de portes, plus il y a de fenêtres, plus le coût de la protection va être compliqué. Un des éléments qui est relativement intéressant dans les systèmes infogérés, dans les réseaux privés de fibres, ce que fait entre autres Réseau Concept, mais que d'autres entreprises font aussi, c'est la capacité de mettre tout ce qui est interconnecté en dehors du réseau Internet, c'est-à-dire sur votre réseau privé. Donc vous imaginez qu'au lieu d'avoir cette fois-ci une maison avec plein de portes et de fenêtres, ben vous avez un gros bunker avec une porte. Et votre point de sécurité informatique, votre point de sortie sur l'extérieur, c'est cette porte-là. Donc juste par cette question déjà de conception au départ, de comment va interagir l'ensemble de mes systèmes, vous pouvez déjà restreindre votre probabilité d'attaque et puis surtout pouvoir concentrer vos moyens de façon plus efficace. Donc c'est la première dimension. La deuxième dimension qui est importante aussi, c'est qu'on parlait de se dire cette donnée quelque part elle est physique, elle existe, elle est à un endroit. Et autant on ne supporterait pas savoir où sont rangées nos factures, qui sont papier, où est rangée notre comptabilité action, où sont rangés nos registres clients, on a besoin de savoir où c'est. Et bien dans le cloud, quelque part, on a perdu ce réflexe de savoir où c'est. Et un des axes, en tout cas qui est important, qu'on pousse, et qui est dans la stratégie du groupe et qui aujourd'hui est étendu à ses clients, c'est de se dire il faut que ma donnée, elle soit accessible à plusieurs endroits, physiquement à moins de 200 km. Je veux savoir où est mon disque dur, s'il y a un problème, je veux pouvoir y accéder. Et ça, c'est peut-être juste du pragmatisme, mais c'est déjà deux éléments simples qui vont, entre guillemets, aller dans le sens de maximiser vos chances pour rendre votre système stable, durable et sécurisant. Et donc, si on va un petit peu plus loin et on se dit, bon, bah, alors à partir du moment où je commence à
rationaliser ma sécurité, certes, mais à localiser ma donnée. Au final, avoir une donnée à moins de 200 km de chez moi, avoir une donnée qui est dans un environnement européen. Petite anecdote. Merci. Une petite anecdote à ce sujet. Là, je vous écoutais un reportage hier sur Doctolib, qui héberge maintenant toutes nos données de santé, avec lesquelles on a pris tous nos rendez-vous pour le Covid, qui va commencer à ouvrir son logiciel de gestion de la relation patient, donc collecter nos analyses et ainsi de suite. Ces données sont hébergées dans le cloud. Ce fameux cloud, il est où? Il est chez un GAFAM, il est chez Amazon, qui, comme tout le monde le sait, génère la plupart de son profit grâce à l'ouverture de ses services informatiques et de ses serveurs au monde entier. Voilà, donc nos données de santé sont aux États-Unis. Ça pose peut-être 2-3 petites questions. Et en complément, avant de repasser la parole à Marc-Antoine, alors, on ne l'a pas évoqué parce qu'on n'avait pas le temps. Catastrophe absolue, parce que vous toutes et tous, vous avez signé les conditions générales de vente d'Amazon, de Microsoft et de Google. Ces données médicales qui, en France, avec le secret médical, considérons qu'elles sont protégées. Du moment qu'elles sont chez Google, elles sont propriété de vous, heureusement, et de Google. Et vous avez signé, mesdames et messieurs, alors il y a 648 pages, donc vous ne les avez pas lues. Mais il y en a peut-être qui les ont lues. Qui les a lues? Non, bon, vous ne les avez pas lues. Donc il y a 648 pages où il est spécifié que Google se donne le droit d'utiliser vos données, ils n'ont pas précisé de santé, mais vos données hébergées chez eux pour en faire le commerce. Je ferme la parenthèse. Alors, voilà. Donc, effectivement, pour faire le lien avec ce que disait Jérôme, c'est excessivement important. Déjà, dans quel cadre réglementaire je me mets? L'idée, ce n'est pas de faire une formation sur la RGPD ici, mais ça pose cette question qui est aussi importante, c'est à qui je confie la donnée, où elle est, et si j'ai un problème, comment je la récupère physiquement. Ça, c'est quand même un point qui est important. Et donc, à partir du moment où je prends cette conscience-là, eh bien, je rentre dans ce qu'on va appeler la régionalisation de l'économie. C'est-à-dire que, et je ne suis pas en train d'avoir un discours anti-mondialisation, mais c'est de dire, OK, on accélère la donnée, on accélère la dématérialisation pour que les choses soient plus fluides, pour faire évoluer les métiers, pour aller gagner encore des gains de productivité. Mais je fais attention parce que je joue dans un échiquier mondial où les règles ne sont pas les mêmes. Et que là, on parle de choses qui sont très sensibles, et le bon sens veut que les choses très sensibles, elles sont quand même à notre portée physique humaine. Et bien à partir du moment où je commence à être dans la régionalisation de l'économie, que je commence à me poser ce genre de questions, j'ai déjà fait un premier pas dans la RSE. Le deuxième pas qui est aussi important, c'est qu'on parle de numérique. On sait que dans les industries de services les plus polluantes, c'est le numérique, clairement. Il faut de l'énergie, il faut refroidir, c'est beaucoup d'énergie. La pollution numérique, c'est un vrai problème. Sauf qu'on peut se dire, non, on ne la voit pas. Et donc, la façon dont vous allez stocker votre donnée, est-ce qu'elle est stockée physiquement chez vous, copiée sur 25 ordinateurs de collaborateurs, redupliquée de nouveau sur un disque dur externe ou un système de stockage? Eh bien, c'est autant de fois où on va démultiplier l'énergie nécessaire pour le faire. Et dans une logique où on va tout dématérialiser et où on va augmenter la durée de conservation, si on maintient les pratiques actuelles de surmultiplication de la donnée et de surmultiplication des portes, évidemment, on va avoir un problème très important de carbone et d'accès à l'énergie. Et donc, du coup, la réflexion de se dire, est-ce que je n'ai pas intérêt à infogérer mes données, comme le fait d'avoir l'intérêt à n'avoir qu'une seule porte d'entrée pour protéger son système, eh bien là, vous avez déjà fait le pas dans une démarche de RSE, et à partir de là, vous pouvez rentrer dans quelque chose qui est aussi valorisable en tant qu'acteur et en tant que partie prenante, auprès de vos financeurs, auprès de vos clients et auprès de votre économie. Et à ce titre, je laisse la parole à Mathilde, qui a longuement travaillé sur ce sujet dans des grands groupes et depuis un an chez nous. Voilà, Mathilde Julien, qui est chargée responsabilité sociétale des entreprises chez Canovia au sein du groupe André Le Groupe, donc qui va nous présenter cette opportunité justement pour le business de se placer sur cette RSE. Voilà, donc bonjour à tous. Donc effectivement, après ces sujets où on a beaucoup de contraintes, la RSE, moi je vais essayer de vous montrer que ça peut être des opportunités. Et donc de vous rappeler rapidement le contexte, comment ça existe déjà dans la plupart des entreprises, et ensuite pourquoi en faire et comment en faire. Donc on va essayer de faire ça rapidement, vu le temps imparti qu'il nous reste. Comme l'a dit Julien, on est sur le stand juste derrière, donc on pourra répondre à vos questions par la suite si vous le souhaitez. D'abord, une présentation rapide.
la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, donc c'est le développement durable appliqué aux entreprises. Il y a trois moteurs à l'émergence de cette responsabilité sociétale. C'est les besoins des donneurs d'ordre, la finitude des ressources. On vit dans un monde où les ressources sont finies. Et bien sûr, les attentes des nouvelles générations, qui sont les trois points importants à avoir en tête. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec les pouvoirs publics qui font des réglementations, mais les grandes entreprises aussi qui sont moteurs sur ces sujets-là. Et effectivement, comme pour la Facture X, demain, les PME, TPE et ETI, qui pour certaines sont déjà impliquées sur ces sujets, ces thématiques, mais où il y a vraiment un intérêt à se poser la question pour tous sur ces sujets. Donc rapidement, pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler de responsabilité sociétale des entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est la manière dont l'entreprise se positionne comme acteur de notre société. Et donc, à ce titre, il y a différentes thématiques qui sont abordées dans la RSE. C'est bien sûr tous les sujets sociaux, de recrutement, de bien-être au travail, économique, je passe rapidement, la prise en compte des enjeux environnementaux, les partenariats, le lien avec la communauté locale qu'on est capable de créer, l'amélioration continue, la logique de toujours vouloir faire mieux avec les moyens alloués. Bien sûr, c'est la chaîne de valeur. C'est une entreprise, c'est pas juste une entreprise avec des sites de production, c'est un ensemble de parties prenantes qui ont à fonctionner ensemble et qui ont des intérêts communs. Et bien sûr, un point important, la gouvernance. C'est la manière dont, effectivement, on décide de mettre en musique l'ensemble de toutes ces parties prenantes. Donc tout ça, c'est de la RSE. Pour une remise dans le contexte, il faut savoir que la RSE, ça fait plus de 30 ans que toutes les institutions réfléchissent à ces sujets, à la manière dont on peut tous, à notre niveau, être acteurs pour faire en sorte que ces ressources qui sont disponibles soient exploitées de la meilleure manière, en respectant les besoins du futur. Donc ça, c'est assez détaillé. Enfin, il y a bien sûr plusieurs thématiques qui sont abordées à chaque fois, mais il faut voir qu'effectivement, il y a des groupes très majeurs au niveau des Nations Unies qui s'intéressent à tous ces sujets. Je voudrais ajouter un point. Pardon. Je voudrais ajuster un point qui me semble important et qui fait le lien avec ce qu'avait dit Laurent. C'est dans la dématérialisation, pourquoi tout ça, ça prend beaucoup de temps? Parce qu'en fait, c'est des discussions sur des normes. Il faut qu'on parle le même langage. Et donc, chacun a son prisme de lecture. Et en informatique, tout le monde avait envie d'avoir son langage. Le principe de l'EDI, c'est qu'on se met d'accord sur un langage quasi universel qui va nous permettre de communiquer les uns avec les autres. Ce qui est valable sur l'informatique. Sur la RSE, la finance s'est emparée de la RSE dans ses décisions d'investissement et d'achat. De la même chose que les États, à travers ce que Mathilde présente, se sont emparés de ça. C'est-à-dire sur des pas de temps qui sont forcément des pas de temps longs. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est tout simplement qu'ils foisonnent le référentiel, ils foisonnent de façon de l'appréhender, mais tout ça est en train de se normaliser pour arriver sur un petit nombre de méthodes qui sont parlantes et compréhensibles par l'interlocuteur en face. En informatique, si on veut faire parler de logiciels, il faut qu'ils parlent le même langage. Eh bien, sur un plan stratégique, en termes de RSE, il ne faut pas s'amuser à essayer de parler tous les langages. Il faut arriver à cibler quels sont les langages qui sont compréhensibles par les parties prenantes qui vont agir directement sur mon business. Et c'est comme ça que je la rends durable, et c'est comme ça qu'on arrive à travailler de façon conjointe et ensemble. Et donc ce mouvement qui est important, que Mathilde a eu loisir de connaître à travers le groupe BIC, qui était précurseur dans la matière et qui a vraiment vécu les 20 ans de cette évolution-là, aujourd'hui, les données commencent à être de plus en plus précises et les caps sont de plus en plus clairs. C'est pour ça que c'est important de les intégrer, parce que ce n'est pas un exercice facile, ça ne se fait pas en quelques jours, c'est un process qui va en amélioration. Donc voilà, comme le dit Marc-Antoine, effectivement, il y a multitude de démarches qui se sont mises en place et on le voit, en tant que consommateur, par exemple, ne serait-ce que le bio, la baie, les écocert et tout ce genre de labels qui permettent de mettre en avant ces démarches vertueuses.
Ce qui se passe, c'est que, comme ça a été le cas pour la finance, on est dans une phase où la finance s'empare de ce sujet de la RSE. Donc, ça fait déjà quelques temps, mais là, on arrive à des points où il y a une réglementation sortie donc, qui s'appelle la taxonomie verte et qui va obliger les investisseurs à communiquer sur leur part d'investissement qui est fait dans des activités responsables. Alors, ça a un impact sur tous, ça a un impact sur les gros, mais ça a aussi un impact sur les petits. C'est-à-dire que vos financements vont être gérés par cette logique de responsabilité. Et donc ça, c'est un point majeur qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que tous ces référentiels, ils existaient, et ils sont intéressants parce qu'ils permettent de mettre en avant certaines de vos démarches en fonction des besoins des parties prenantes. Là, on va avoir une définition de ce qu'est une activité responsable définie au niveau européen qui sera valable pour tous. Et donc, ce qu'on peut voir là, c'est des petites citations, c'est effectivement que ce soit cette réglementation européenne, mais aussi des fonds d'investissement qui rentrent vraiment dans ces logiques où le fait qu'une entreprise ait une démarche de responsabilité sociétale permet aux financeurs de s'assurer que cette entreprise, elle n'a pas une activité qui s'inscrit juste à un moment donné, elle s'inscrit vraiment dans la durée. Et ça, les financeurs se sont rendus compte que c'était un point important et donc ça prend de l'importance. Donc, si on rentre dans le concret de les entreprises, toutes les entreprises, comment elles sont déjà au contact de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est pour les TPE, PME et ETI, elles ont toutes déjà été confrontées à ça, que ce soit par exemple dans les critères de certains appels d'offres. De plus en plus d'appels d'offres sont avec des contraintes en matière de RSE, que ce soit du social, de l'environnemental, de l'intégration. Enfin voilà, il y a vraiment, ces sujets-là sont présents. C'est présent pour certains de nos clients, on le voit bien, il y a déjà des questionnaires adressés par leurs propres clients dédiés à la responsabilité sociétale de l'entreprise et qui donc ont besoin de répondre à leurs clients. Pour le financement, de plus en plus, il y a des critères qui sont sur la RSE et qui permettent justement d'avoir accès à des financements plus intéressants. Et il y a bien sûr des demandes de certains consommateurs. On le voit dans l'histoire, la consommation de produits bio s'est accélérée. Nous, on le voit aussi sur certains de nos clients avec certains de leurs produits vendus qui sont les produits, par exemple, certaines voitures électriques qui sont vendues en numéro 1 sur la région. Et donc ça, c'est une demande croissante du consommateur final. Pour les grandes entreprises, cette obligation, elle se traduit dans la déclaration de performance extra-financière. C'est une obligation pour ces grandes entreprises de communiquer dans leur rapport de gestion sur leur site internet tous ces enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, les impacts qu'ils ont, les moyens qu'ils mettent en œuvre et les indicateurs pour suivre l'amélioration sur ces sujets-là. Ce qui se passe, c'est que ça cible les grandes entreprises. Par contre, les grandes entreprises, elles n'ont pas obligation à reporter uniquement sur leur périmètre. Elles doivent reporter sur l'ensemble de leur chaîne de valeur et donc sur ce que font leurs fournisseurs, leurs sous-traitants, leurs partenaires sur ces sujets-là. Et c'est en ça où, par capillarité, ce qui se passe, c'est que ces réglementations qui ciblent les grandes entreprises, en fait, elles vont toucher, et elles touchent déjà les TPE, PME et ETI. Et donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Je passe rapidement parce que du coup, on n'a plus que très peu de temps. Donc il y a toute une évolution réglementaire en France dédiée à ce sujet-là, qui touche effectivement principalement les grandes entreprises, mais qu'il faut avoir en tête parce qu'il y a vocation à ce que le scope de ces réglementations s'élargisse. Nous, ce qu'il est important de retenir, c'est que l'idée, c'est qu'il faut s'intéresser à la RSE comme à la Factor X dès maintenant ou à la sécurité de vos données, même si on a l'impression qu'il n'y a pas encore de problème. C'est pourquoi? C'est que nous, on a la certitude qu'il est bien plus simple de choisir plutôt que de subir. C'est qu'il y a un moment, si ça vous arrive dessus, que ce soit par vos clients, par vos fournisseurs, par la réglementation, ça sera assez douloureux, alors que si vous positionnez dès maintenant sur ah oui, c'est une thématique qui existe, c'est quelque chose qui existe, je m'inscris dans ça et il faut que je comprenne comment moi je suis impactée. On pense que c'est ça qui est intéressant pour les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, c'est de comprendre qu'il y a un intérêt à se poser cette question. Les intérêts, ils sont multiples. C'est comprendre son écosystème et donc construire sa stratégie en prenant en compte les attentes de ses fournisseurs, de ses clients, en s'intéressant à cette thématique de la RSE. Bien sûr, réduire le coût moyen de la dette, parce que quand on prend en compte dans sa stratégie ces parties prenantes, forcément,
on améliore sa rentabilité et donc on est capable d'améliorer le coût de notre dette et l'accès au financement. Bien sûr, il y a l'accès aux nouveaux clients et même maintenir certains clients, parce que si leur préoccupation RSE augmente, il va falloir que vous soyez capable de leur fournir des réponses. Bien sûr, l'amélioration de votre chaîne d'approvisionnement. Mieux on connaît son écosystème et mieux on fonctionne, mieux on réagit en période de crise. Je pense que le Covid nous l'a encore tous montré. Plus on est préparé et mieux on réagit. Et bien sûr, il y a un volet RH qui est hyper important. On l'a vu, je vous l'ai présenté en début, les préoccupations des générations plus récentes que les nôtres sur ce tour de table. La RSE est quelque chose d'important et ça, c'est important de le prendre en compte dans votre façon de gérer votre business. C'est que les attentes des jeunes ne sont plus forcément celles qu'on avait nous. Et donc, en le prenant en compte, forcément, vous améliorez vos recrutements, vous améliorez le bien-être et on sait que le bien-être, forcément, c'est de la performance des salariés. Et enfin, nous, comment on vous propose de le faire? Donc, c'est de le faire de manière pragmatique. Il y a forcément des démarches qui existent au sein de vos entreprises, il faut s'appuyer sur ça, et c'est une démarche d'amélioration continue. On ne peut pas faire en un clin d'œil du développement durable, mais par contre ça existe déjà, et on peut toujours s'améliorer avec les moyens qu'on a à notre disposition. Bien sûr, ce qu'il faut éviter, c'est quand même le greenwashing, parce que ça, on a encore quand même des entreprises qui savent faire du greenwashing, et l'objectif, c'est que ça, vous vous faites forcément rattraper. Effectivement, comme le disait Marc-Antoine, j'ai plus de 15 ans d'expérience de la RSE dans des groupes de différentes tailles. Je ne sais pas si vous connaissez les prix Pinocchio, mais les prix Pinocchio, qui sont des prix très intéressants, qui effectivement montrent du doigt ces entreprises qui communiquent très bien, mais qui ne font pas grand-chose. Et donc, enfin, pour donner une vue un peu claire de comment on peut faire les choses assez simplement, ça s'appelle un audit d'opportunité de ce que permet la RSE. Et donc, c'est cartographier ces parties prenantes pour identifier leurs attentes, c'est définir le meilleur référentiel à utiliser pour vous, votre propre entreprise, pour communiquer ces démarches-là, en fonction forcément de vos parties prenantes, et de voir tous les bénéfices que vous pourriez tirer à mettre en œuvre une démarche de ce type, pour ensuite pouvoir décider du meilleur plan d'action à mettre en œuvre. Merci Mathilde, en tout cas, pour avoir été concise, parce que c'est un sujet, comme tu l'as rappelé, vraiment de demain, et du coup, à bien prendre en compte. Un petit focus, et on vous libérera après avec le numérique. Oui, merci, parce que je viens de prendre un prix Pinocchio par mon associé, donc quand même. Alors, vous allez avoir, je profite de la tribune, et je change de casquette, c'est plus Réseau Concept, c'est le délégué régional de Satec Numérique qui va vous donner l'information. Hier, nous étions au conseil d'administration national, et donc nous avons pris l'engagement formel de devenir un contributeur positif dans le domaine de la responsabilité sociétale de nos entreprises à deux niveaux. Premier, impact positif écologique. Parce que même si nous sommes aujourd'hui effectivement le premier pollueur, pour autant, donc c'est ce que souvent les experts nous disent, il faut faire du green for IT. Bon, ok. Nous, on dit, on va faire de l'IT for le green. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition notre numérique pour améliorer, entre autres diminuer notre impact sur, par exemple, ce qu'on appelle le GES. Alors, vous voyez, ils ont aussi quand même des acronymes. L'émission de gaz à émission comment à effet de serre. Donc, nous nous sommes engagés formellement en France